déjà de ne pas avoir pu être avec nous ce soir. Elle est retenue à Toulouse pour une réunion très importante, mais elle m'a demandé de vous communiquer le texte suivant. Mesdames, Messieurs, je tenais par la voix de Christian Duprat à excuser mon absence auprès de vous pour cette 28e réunion publique des États généraux du rail et de l'intermodalité organisée par la région. Sachez néanmoins que chaque soir, vers 20h10, me remontent les échos de ces réunions du rail, qu'elles se soient tenues au Vigan, à Prades, à Bagnères de Bigorre ou ailleurs, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ça ne manquera pas pour Montpellier, et les échos seront nombreux, j'en suis sûr. Pour rappel, en décembre dernier, la majorité régionale qui venait d'être élue avait pris l'engagement suivant: tenir ses états généraux sans attendre. Promesse prise, promesse tenue dès le premier semestre 2016 et bien tenue. Il n'était pas question d'organiser une concertation à la sauvette. Le sujet de la mobilité de nos concitoyens est trop important. C'est pourquoi nous avons pris le temps. 80 jours, 36 réunions dans nos 13 départements, des dizaines de milliers de questionnaires pour donner la parole à chacun et à chacune au plus près de vos territoires, au plus près de vos attentes et de vos préoccupations. À ce jour, près de 13 000 personnes et 110 organisations ont participé à cette démarche citoyenne qui fait l'unanimité par sa qualité. J'invite ceux qui ne l'auraient pas encore fait à rejoindre ce mouvement durant les 3 semaines de concertation qui restent. Je profite aussi de l'occasion pour remercier l'ensemble des participants, mais aussi les élus régionaux qui sont mobilisés chaque jour pour cette grande tournée du rail, ainsi que les services de la région qui relève le défi de faire beaucoup et bien en peu de temps. Ce soir, à Montpellier, il sera entre autres question des trains du quotidien, de la ligne entre Lunel et Béziers qui est surchargée, de la liaison jusqu'à Toulouse qui est mal cadencée, des gares, des projets de pôles d'échanges multimodaux de Sète, de Lunel, de Frontignan ou de Villeneuve-les-Maglones, de l'intermodalité, des lignes de tram, des autocars interurbains, ou encore de l'accessibilité des transports partout et pour tous. Bien évidemment, il sera aussi question du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, le CNM, et de la gare de la Mogère. J'ai pris mes responsabilités et tenu mes engagements. Depuis mon élection, aucun financement de la région pour la construction de la gare n'a été versé et rien ne sera engagé avant la conclusion des États généraux. Nous allons même aller plus loin, en accord avec ma majorité. La région ne payera pas un centime tant qu'elle ne connaîtra pas le niveau et la qualité de services ferroviaires proposés par la SNCF à nos concitoyens. Et pas de tour de passe-passe. Il est hors de question de déshabiller la gare de Nîmes-Feuchères pour habiller à son ouverture la gare de Montpellier-la-Mogère. Je raisonne à la taille d'une région, pas à celle d'une agglomération ou d'une métropole. J'ai posé toutes les questions qui fâchent. Nous attendons maintenant les réponses. S'il existe évidemment une obligation de moyens, je n'oublie jamais que nous avons d'abord, en tant qu'élus, une obligation de résultat. Parce que nous gérons et investissons de l'argent public. Comptez sur moi pour y veiller. Pour conclure, j'ai conscience qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la vie au quotidien des citoyens de cette nouvelle région, la qualité de leurs déplacements pour se rendre au travail, pour leurs études, pour leurs loisirs. Pour ce faire, je suis convaincu que notre maillage ferroviaire est une chance pour Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et plus largement pour la France. Le rail, ce ne sont pas seulement des coûts comme le dépeignent les esprits chagrins, mais ce sont avant tout et surtout des investissements pour les générations futures. Le rail doit continuer à se développer, à s'améliorer, à se moderniser. C'est toute l'ambition de la majorité régionale, c'est l'ambition de ces États généraux. Rendez-vous à l'automne pour les conclusions. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une réunion publique animée, positive et constructive. Cette concertation que nous avons engagée et qui nous a amené et qui nous amène à organiser ces 36 rencontres publiques, elle s'est faite évidemment à partir d'un bilan et d'une réalisation qui est celle de ces 10 dernières années avec les présidents Frêche, Bourquin et Alary sur le côté ex-Languedoc-Roussillon, Malvy sur le côté ex-Midi-Py.
années durant lesquelles il y a eu une progression, par exemple, de 60% des voyageurs du TER, 44% pour le d'échange, comme ça vient d'être précisé dans l'intervention de Carole Delga, et près de 600 km de lignes ferroviaires qui ont été renouvelées. Dans le département de l'Hérault, ici même, ce sont 650 millions d'euros qui ont été investis dans les transports depuis 2002 et qui ont marqué les éléments sur la région. Mais à nouvelle région, évidemment, politique nouvelle, et avant de décider d'une politique nouvelle, il était nécessaire, c'était le choix de la majorité régionale, d'écouter les élus locaux, d'écouter les syndicats de cheminots, il y en a aujourd'hui dans la salle, d'écouter les associations d'usagers, il y en a évidemment aussi ce soir, d'écouter les partenaires, financeurs, l'État, la SNCF, et d'écouter plus largement les citoyennes et les citoyens, celles et ceux que, pour ma part, je tiens à appeler les ayants droit au transport. Face à l'immensité de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la majorité régionale s'est engagée à maintenir un lien fort entre la région et ses territoires, au plus près des préoccupations de celles et de ceux qui l'animent. La mobilité, c'est une question centrale, c'est une question clé de l'attractivité de notre région, de son développement économique, de sa compétitivité. C'est une question clé pour la solidarité entre nos territoires, c'est une question clé pour le bien-vivre de nos habitants. Je vous invite à regarder, pour celles et ceux qui ont eu accès à la carte qui a été distribuée à l'entrée et qui était sur les sièges, la carte de la région, et vous y verrez le maillage qui existe aujourd'hui, qui est déjà impressionnant, qui est à bien des égards 2 fois plus important que celui d'un pays comme l'Irlande. Pour autant, ce maillage a besoin d'être renforcé, et c'est l'objet de ces états généraux du rail et de l'intermodalité. Les états généraux ont été ouverts le 21 avril à Captenac, et ils se clôtureront le 9 juillet prochain, les 2 dernières rencontres publiques étant à Narbonne le 7 et à Bagnols-sur-Cèze le 8. J'insiste sur un point, ces réunions sont des temps d'écoute citoyenne. N'attendez pas que l'on vous donne la totalité des réponses de notre politique régionale, puisque c'est justement pour la décider et la construire que nous avons pris cette étape de la concertation, et donc nous sommes venus à votre rencontre pour vous écouter, pour prendre en compte les éléments que vous souhaitez nous transmettre. La présidente Delga a saisi en février dernier le Conseil économique, social et environnemental régional, et que ce dernier va rendre ses conclusions dans le cadre d'une séance lundi prochain, et que nous aurons un rapport du Césaire qui sera mis à la contribution de l'ensemble des éléments de ces états généraux du rail et intermodalité. Une restitution de l'ensemble des travaux vous sera d'ailleurs présentée à l'automne, et il sera à ce moment-là temps pour l'Assemblée régionale d'engager un débat et de déterminer une politique ferroviaire et intermodale pour les 15 à 20 ans qui viennent, avec dans ce cadre-là le renouvellement et la négociation du renouvellement de la convention d'exploitation des TER entre la SNCF et la région. En sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, la région est résolument décidée à écrire une page nouvelle de l'histoire de l'équipement et de l'aménagement de son territoire. Vous êtes, messieurs, le moteur des états généraux du rail et de la modalité, alors prenez la parole, exprimez-vous. Être mobile, c'est être libre. La liberté d'aller et venir est un élément essentiel si on veut libérer les énergies dont la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées regorge. Au nom de mon conseil municipal unanime, toutes tendances confondues, pour dire, dans le cadre de ces états généraux, notre opposition au projet qui est derrière la construction de la gare de la Mogère. Opposition qui est connue puisque beaucoup le développent, et il y a plusieurs représentants de la salle qui vont le reprendre de différents comités, mais nous, c'est notre conseil municipal qui en a longuement débattu. Pourquoi? Parce que cette gare va à l'inverse de la priorité au transport du quotidien. Elle installe, extérieure à la ville, une gare en zone semi-inondable, qui par ailleurs ne sera pas connectée avec les TER.
Donc tous ceux qui viendront sur la gare Saint-Roch seront obligés de prendre le tram et auront une demi-heure de plus pour rejoindre les TGV. D'autant plus absurde que si la gare de Manduel ne se fait pas, les trains qui viendront en terminus à Montpellier, les TGV qui arriveront en terminus à Montpellier, seront obligés de se débrancher avant Nîmes et auront donc le même temps de parcours pour aller à Paris. Donc quand on réfléchit, on ne réfléchit pas uniquement aux problèmes posés sur la gare de la Mogère. On réfléchit à l'ensemble du projet. Est-il sérieux de faire une ligne à grande vitesse avec une gare à 100-150 millions d'euros chaque fois, tous les 55 km, en pleine à Villeneuve-les-Béziers, dans le Grand Narbonne, à la Mogère et à Manduel. Tout ça, c'est un concept qui est aujourd'hui complètement dépassé. Cela fait une dizaine d'années que sur cette modalité finalement d'installation de gares en plein champ, des critiques nombreuses apparaissent, surtout que leur rentabilité baisse régulièrement et que ça sera le contribuable qui devra payer le déficit de ces gares, comme c'est le cas pour certaines gares dans le reste du pays. Par ailleurs, nous constatons aujourd'hui que la priorité qui avait été donnée au fret est complètement bafouée, puisque le fret ferroviaire est en diminution régulière et que la SNCF ne fait rien pour que le fret ferroviaire se développe. Or, c'est une priorité. C'est une priorité pour que l'on puisse faire que les camions montent sur les trains et qu'on désengorge complètement la Neuf, le couloir languedocien, qui est le plus pollué d'Europe, parce que tout le trafic passe par ce biais. Les Espagnols s'en sont aperçus, puisqu'ils construisent une deuxième ligne d'Algeciras jusqu'à la frontière, à écartement européen, avec priorité au fret, puisque le tonnage dans les ports d'Algeciras jusqu'à Gérone est bien supérieur au tonnage qu'il y a sur le reste de l'arc méditerranéen, Italie, France. Et donc, jusque-là, tous ces camions passaient par la France. Et ils vont continuer à passer par la France parce que nous ne sommes pas capables de faire un investissement identique aux Espagnols et de faire que, de ce point de vue, le fret européen ne passe plus par la Neuf, mais passe par les trains. Et par là même, nous rendrons l'air à nos habitants. Donc moi, je suis assez scandalisé de ce projet qui fait que le fret ferroviaire va s'arrêter à Béziers et qu'on va continuer en camion jusqu'à Perpignan. Donc cet ensemble de choses fait que ce débat a été occulté pendant des mois, et je me félicite qu'il y ait des états généraux pour en discuter, mais je souhaite vraiment que ces états généraux, ça ne soit pas à cause toujours, mais que les états généraux préparent la révolution ferroviaire. L'implantation de cette gare est sortie du projet de la ligne Nouvelle-Montpellier, où il y a eu une consultation rapidement, très vite, du public sur le sujet. Nous nous sommes exprimés, des associations se sont exprimées. En clair, dans la balance, d'un côté, on avait une pile de dossiers de 3 mètres de haut expliquant que c'était une aberration d'implanter cette gare à la Mogère. Et de l'autre côté, on avait 3 pauvres lignes disant que c'était une bonne chose. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui était pour cette implantation. Construire une gare sur une zone inondable aussi, c'est quand même assez fantastique. Et construire en plus la gare avant le permis de construire. Les travaux, sachez-le, ont été commencés avant le dépôt du permis de construire. Donc étant donné que maintenant cette implantation de gare a été choisie, nous proposons bien sûr un raccordement à Saint-Brest dans les deux sens. Voilà. On a fait un travail dans le cadre de la COP21 avec l'ensemble des syndicats transporteurs sur l'agglo de Montpellier et il pourra plus nous en parler. Alors j'espère que certains d'entre vous ne sont pas trop terrorisés à l'idée de côtoyer l'espace d'une soirée des syndicalistes de la CGT. Donc voilà, si on est là ce soir, c'est pour aussi montrer que la CGT est force de proposition. Alors, je voulais vous présenter très rapidement le travail qu'on a réalisé à l'occasion de la COP21. Il s'agit d'un petit fascicule de 16 pages. Rassurez-vous, je ne vais pas les lire. Ce travail a été réalisé par les syndicats, donc CGT Cheminots de Montpellier, par le syndicat CGT des voies navigables de France, puisqu'il y a également beaucoup de problématiques très intéressantes autour du fret fluvial, par le syndicat CGT de la TAM et des courriers du Midi. Donc sont présentées toute une série de propositions pour faire vivre de manière très concrète le développement durable.
Donc la question des transports, c'est un enjeu syndical à part entière pour nous, à plusieurs titres. D'une part, bon, c'est un secteur qui, en termes d'emploi, représente dans notre région des milliers d'emplois, des milliers de salariés travaillent dans ce secteur, et ces salariés sont soumis à un dumping social de plus en plus fort. Alors heureusement que la loi travail va bientôt être abandonnée, parce que sinon ça serait pour ces salariés vraiment catastrophique. Ensuite, la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe également par des choix politiques forts et par des investissements publics, et donc ça pose la question de la répartition des richesses. On ne peut pas à la fois donner des milliards d'euros d'aide publique sans aucune contrepartie à des entreprises, et puis après, en même temps, pleurer pour dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer des investissements pour des infrastructures qui sont favorables à l'intérêt général. Donc à un moment donné, il faudra bien se poser la question du financement. Est-ce que c'est uniquement aux salariés et à la population de payer ces infrastructures? Voilà, je vous remercie à tous. Merci, monsieur. On a fait une contribution, et même d'ailleurs 2 contributions. J'espère que vous lirez les 2. Donc, sur la question que c'est un scandale, mais qu'une fois que c'est fait, il faut raccorder la gare, on n'a pas tout à fait la même position, et vous verrez sur une des contributions, on arrive à la conclusion que même si elle était complètement faite, cette gare de Hamougère, ce serait pas intéressant de la raccorder, parce que les temps de correspondance sont très importants, même s'il y avait un tramway. Et c'est d'autant moins intéressant qu'en fait, cette gare, le gros œuvre est terminé quasiment, il manque quand même la toiture, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Le tramway, la route, un échangeur autoroutier, on nous dit, des bassins de rétention. Il y a pas mal de choses qui manquent. Il doit falloir rajouter probablement pas loin de 100 millions d'euros d'argent public. Alors c'est peut-être pas l'argent de la région, mais c'est quand même de l'argent public, si on décidait de la mettre en service en tant que gare. Alors il y a peut-être ce bâtiment, bon voilà, il arrive à la toiture, bon, peut-être il y aura d'autres utilisations que d'en faire une gare. Il n'est pas si mal situé, mais enfin, c'est... Bon, moi j'aurais bien des suggestions, mais je ne vais pas les faire ici. Donc, sur cette question aussi, donc j'étais très heureux d'apprendre que les versements de la région avaient été suspendus. Néanmoins, j'ai lu un article très intéressant dans le Moniteur des travaux publics, qui est donc c'est très intéressant pour un ingénieur, puisque le constructeur explique comment il a fait pour diviser le planning de construction de grosses œuvres par 2, en passant de 10 mois à 5 mois. La question que j'aurais à la région, c'est qui est-ce qui lui a demandé de diviser le planning par 2? J'aimerais bien savoir. Et dernier point, et puis après je m'arrêterai là, je viens d'avoir un message du président de France Nature Environnement, Languedoc-Roussillon, qui n'a pas pu venir à cause de problèmes de tramway. Lui, c'est pas le TER, mais... il me dit que les tramways ne marchent pas très bien. Donc, il me confirme que son association vient de saisir la Commission européenne par rapport au projet du contournement de Nîmes et de Montpellier, qui, comme vous le savez, dispose d'un cofinancement par l'Union européenne, puisque c'est sur un grand axe, l'axe dont on parlait, qui vient d'Algeciras et qui va jusqu'à loin, en passant par chez nous, notamment pour le transport de fret, et que ce projet a été modifié dans le dos de l'Europe, puisque c'était une ligne dédiée principalement au fret, avec possibilité éventuellement d'y faire passer quelques TGV, et si un jour il fallait la transformer en vrai LGV, c'était possible également. Ça a été modifié pour devenir une ligne présentée comme LGV, avec des gares TGV qui n'étaient pas dans le projet au départ. Or, il n'y a pas eu d'étude d'impact sérieuse pour voir si réellement c'était pertinent de faire des gares. L'étude d'impact a été totalement saucissonnée, c'est-à-dire fait morceau par morceau, ce qui du point de vue de l'Europe, n'est pas du tout conforme au texte européen. Et donc, probablement que la Commission européenne va mettre en demeure l'État français de lui donner des explications sur comment c'était fait que le projet se fasse comme ça.
et dans l'idée que ça se passe mieux aussi au niveau de la ligne Montpellier-Perpignan. Et je suppose, enfin, j'espère que la position de l'État français sera de dire oui, c'est juste une erreur, en fait, on fait bien comme on avait prévu une ligne surtout fret avec l'embranchement de Saint-Brest qui permet d'aller jusqu'à la gare Saint-Roch. Donc de Saint-Brest, c'est vrai qu'il y a dans les années 2000 avait été envisagé l'aiguillage de Saint-Brest qui permettait de tirer profit de la ligne nouvelle, je ne dis pas la ligne grande vitesse, c'est la ligne nouvelle, qui nous réjouit tous, hein, c'est vraiment le point commun sur lequel nous sommes entièrement d'accord. La ligne nouvelle est une très très bonne chose, elle est essentiellement bonne pour le fret, ça, on l'a largement développé, et on peut en tirer profit exactement comme le monsieur l'a dit tout à l'heure pour ce qui est de la région ouest de la France, avec utilisation donc des lignes nouvelles, lignes grande vitesse pour le coup, et ensuite raccordement vers les centres-villes, car c'est au centre-ville qu'on trouve jusqu'à présent les nœuds intermodaux les plus riches. À Montpellier-Saint-Roch, voilà une gare qui vient d'être rénovée, il y a 4 lignes, peut-être qu'il y en aura-t-il une 5e, j'en sais rien, enfin en tous les cas, il y a 4 lignes. À la Nogère, il y aurait peut-être un jour une ligne qui serait prolongée, la ligne numéro 1, mais qui serait saturée dès le départ. C'est une véritable aberration au XXIe siècle. Donc ça, je voudrais donc dire que nous pouvons tirer profit pour ce qui est du trafic voyageur, de la création pour quelques petites dizaines de millions d'euros, la création de l'aiguillage de Saint-Brest qui permettrait donc de faire un voyage depuis le nord soit de l'Europe, soit de Paris en un temps record, et puis ensuite d'être acheminé vers le centre-ville à moindre coût. Quelques dizaines de millions au lieu de l'hémorragie qui continue de nous plomber tous nos projets au niveau de la région. Et ce problème, c'est la gare de la Nogère. Oui, deux derniers et contre le progrès. Qui dans cette salle est contre la gare de la Mougère? Voilà. La démonstration est faite. C'est comme le mot réforme. On peut le mettre à tous les sens. Il y a de mauvaises réformes, il y a de bonnes réformes, il y a de bons progrès, il y a de mauvais progrès. Comment peut-on juger un progrès? Par rapport à notre environnement, par rapport à notre terre, par rapport aux gens. Par rapport à notre terre, ce que l'on sait, c'est que la gare de la Mougère, ça artificialise les sols. Et donc, après, ce n'est pas la peine de verser des larmes de crocodile sur les inondations. Et la gare de la Mougère également, non seulement, bien évidemment, ça interdit des installations agricoles et ça rend bien évidemment plus difficile l'agriculture, alors que l'agriculture de proximité est fondamentale. Les hommes aussi, au jour d'aujourd'hui, ça ne doit pas être le progrès, mais il y a 4 lignes de tramway qui arrivent à la gare Saint-Roch. Demain, il y aura sans doute, peut-être un an après la construction de la gare, définitivement et sa mise en place, une ligne de tramway qui sera continuée jusqu'à la gare de la Mougère. Dans ces deux cas, moi, je fais le choix du progrès, mais pas du progrès. Notamment sur l'axe qu'on appelle magistral entre Bordeaux et Marseille, donc entre Toulouse, Montpellier et Nîmes. Il faut savoir que sur cette voie, on y fait passer la totalité du trafic. Parce que comme on a aussi supprimé les lignes capillaires qui permettaient éventuellement de le désengorger, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on fait tout passer par là. Rajoutons que nous sommes dans une situation où malheureusement, le fret ferroviaire s'est écroulé. Malheureusement. Mais si le plan de la SNCF en 2000, qui n'était pas le plus optimiste, mais même si celui-là avait été mis en œuvre, il prévoyait 65 milliards de tonnes kilomètres par an transportés par fer. À l'heure actuelle, on en transporte moins de 18. Je vous laisse imaginer la thrombose que subirait le réseau s'il fallait rajouter au TER nécessaire, au train d'équilibre du territoire, au train de nuit, au TGV qui utilise le réseau classique quand il n'y a pas de LGV, la totalité du trafic marchandises. La SNCF a transporté 56 milliards de kilomètres quand elle avait le monopole de ce type de transport. En 2000, c'est pas si vieux. Vous pouvez mesurer la chute. Par contre, il y a une réalité. C'est que si on veut avoir une réelle politique de développement du fret ferroviaire, il faut tenter de mettre un terme à la distorsion de concurrence entre la route et le rail. La distorsion de concurrence est telle que, économiquement, les chargeurs disent oui, on veut faire du train, mais ça coûte quand même bien moins cher
de faire du camion, et donc on continue à faire du camion. Le fret ferroviaire, c'est au-delà des infrastructures, même si c'est nécessaire, au-delà de la technique, c'est avant tout une décision politique forte de rééquilibrage entre les modes. La question de la Megère, tout simplement parce que c'est sur cette base-là qu'au niveau de la liste de Nouveau Monde, nous avons été élus et que nous voulons respecter ce sur quoi nous avons été engagés. Première chose. Deuxième chose, il y a une contradiction, puisque les États généraux du rail et de l'intermodalité donnent la parole, qu'il y a un moratoire qui a été défini sur la Megère, mais qu'en même temps, la dernière assemblée plénière, il y a des millions d'euros qui ont été fléchés. Donc je vous livre cette interrogation et j'aimerais que vous puissiez la partager avec moi. La deuxième chose, c'est que tout à chacun, nous avons en tête la question des objectifs que doit poursuivre notamment le service public du rail. Ces objectifs sont de 3 ordres. 1. Améliorer la vie quotidienne, ça a été dit, par l'intermodalité, le cadencement, la sûreté, le confort, les tarifs, etc. La deuxième chose, c'est préserver notre santé, et la troisième chose, c'est préserver notre planète. Car même si nous traitons une question locale, bien évidemment, tout ce que nous faisons là s'inscrit dans un débat général qui est celui de la planète une et indivisible qui définit, quelles que soient nos convictions par ailleurs, un intérêt général entre nous. Et cet intérêt général, il rentre en contradiction avec un certain nombre de politiques qui sont menées, donc ça a été dit par rapport aux camions, aux tout polluants, etc., et sur le fait qu'il faut rétablir le fret, qu'il faut rétablir le ferroutage, et tous ces éléments-là. Et moi, je suis quand même très étonné d'entendre une architecte qui nous dit que la gare de la Megère, c'est l'avenir. C'est certainement une gare sur pilotis, en termes d'innovation, ou une gare maritime qui est prévue, alors que la Megère, c'est une gare qui est inondable dans l'état actuel des choses, sans parler du niveau des eaux. Il peut y avoir toutes les lois eau qui sont décidées, il n'y a pas de loi pour empêcher le niveau des eaux, à supposer que la puissance publique, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, se donne vraiment les moyens d'organiser ce qu'on appelle les uns et les autres la transition écologique. Ça ne peut pas être le marché qui va faire ça, ça ne peut être que l'État, ça ne peut être que les collectivités locales, et il faut donc mettre les moyens à moyen constant et même à moyen réduit, parce que c'est bien ça la discussion, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les partenariats publics-privés, mais que l'argent dont nous disposons, dans l'état actuel des choses, nous le mettions sur la question du train du quotidien et non pas sur des projets pharaoniques. Parce que si on veut faire les deux, et je termine, et ça n'est pas la moindre des contradictions, c'est que ceux qui nous disent qu'on peut faire les deux, à supposer que ce soit bien de faire les deux, ce sont les mêmes qui acceptent les dizaines de millions de baisses d'euros de dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. 40 millions en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées cette année, 215 millions cumulés depuis 2013, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc par rapport à l'enveloppe dont nous disposons, il faut miser sur la question des trains du quotidien. Enfin, je remarque que personne n'a défendu la LGV, que tout le monde a parlé de TGV. Nous sommes pour le TGV puisque c'est un fait et c'est une bonne chose, parce que la LGV induit justement des infrastructures, des gares fantômes, des structures parallèles, et ce dont précisément nous ne voulons pas. Je vous remercie de votre attention. Je voulais juste dire deux choses. D'une part sur la question de la gare de la Megère, puisque c'est en débat maintenant. Je pense qu'effectivement, quand on voit ce qui s'est passé à la région parisienne il y a quelques jours en matière d'inondation du bassin de la Seine, on imagine un petit peu qu'est-ce qui nous attend, nous ici, dans le Languedoc-Roussillon, vis-à-vis du changement climatique et de l'implication en termes de fortes précipitations, d'accidents climatiques, comme on dit. Évidemment, cette gare, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je crois que tout le monde, beaucoup de gens seront d'accord avec ça. Aujourd'hui, faire des infrastructures de cet ordre dans des zones inondables est tout à fait, effectivement, suicidaire. On en reste béat. Je regarde aussi beaucoup les questions de transfert modal. Et d'ailleurs, sur cette gare, je pense que la question du temps qui a été beaucoup évoquée est quelque chose de crucial. C'est-à-dire à partir du moment où tous les habitants de la métropole vont mettre en bonne partie plus de temps pour aller prendre le train à la gare de la Megère, pour aller à Paris ou ailleurs, évidemment, le service rendu va être inférieur en réalité, et donc l'accessibilité, l'intérêt pour les Montpelliérains va être moindre. Et je pense que de ce point de vue-là, la question du report modal est tout à fait
sera démenti. Il va générer de la route tout autour pour les gens qui habiteront dans les villages autour de la gare de la Maugère, et par contre, tous ceux qui ne sont pas sur le tram mettront plus de temps pour aller sur cette gare. Le troisième point que je voulais dire, très vite, c'est sur la question justement de ce report rail-route. Moi, ce que j'aimerais, c'est que au rendu des états généraux du rail, on ne nous dise pas simplement, justement, il y a des moyens constants ou il y a des moyens en baisse sur la question du rail. Il y a une enveloppe de la région et on a dû choisir entre ça et ça. Et il y aura beaucoup de mécontents, bien sûr, j'en suis certaine. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a un moment où on peut aussi mettre en regard les investissements sur la route, justement, en regard des investissements sur l'implantation des plateformes logistiques, sur les financements des doublements d'autoroutes, sur les financements des accès à des centres commerciaux à l'extérieur des villes, etc., etc. Et est-ce qu'on peut avoir de la transparence, finalement, parce que quand on est un citoyen ou un chercheur, on sait très peu de choses sur les budgets réellement dépensés en investissement et en fonctionnement sur la route et sur le rail. On sait très bien que les budgets sur le rail sont colossaux, hein, il y a des besoins énormes. Est-ce qu'on peut avoir une transparence sur ce que font les collectivités locales, que ce soit la région, la métropole, les communes, le département? La région va avoir, semble-t-il, des compétences supérieures sur la route. Donc justement, c'est l'occasion, à un certain moment, de dire comment justement on fait ce transfert, y compris de voyageurs et de marchandises vers le rail, mais aussi de budget, et de dire à un moment donné, on prend sur les budgets qui sont habituellement dédiés à la route, parce que c'est la seule manière de rendre des services corrects et d'avoir un vrai intérêt de ces réseaux ferroviaires. France Nature Environnement a produit et met en ligne sur le site de France Nature Environnement le dossier et les caractéristiques liées aux aberrations sur la loi sur l'eau vis-à-vis de cette gare. Donc tout ça pourquoi? Pour vous dire tout simplement que cette gare aussi servait de prétexte à l'urbanisation intensive et on a commencé à nous dire qu'il y avait une saturation de la gare Saint-Roch qui a, vous le savez tous aujourd'hui, bénéficié de millions d'euros d'équipement et de rénovation. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais récemment a été sorti le rapport sur la saturation du rail. Eh bien non, cette gare, pour les 50 années à venir, n'est pas saturée. Donc la gare de la Maugère est totalement une gare qui sert de prétexte à une urbanisation et à un envahissement de notre territoire. Au-delà de ça aussi, dans les projections de SNCF et de réseau ferré, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement de passage de train ou de TGV en quantité importante sur cette ligne. Donc ça aussi, c'est une grosse sottise. Alors, le message à la région est de deux ordres. La première, c'est pourquoi, et il va bien falloir qu'on sache pourquoi, le raccordement Saint-Brest a été supprimé des dossiers. Déjà, ça c'est la plus grosse des sottises qui a été décidée à l'insu de tout le monde. C'est hors la loi, c'est clair. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait une réponse là-dessus. Qui sont les personnes qui se servent là autour? C'est pas le territoire, c'est pas les citoyens. Aujourd'hui, dans cette salle, comme dans tous les états généraux et dans toutes vos réunions, vous entendez des gens, des citoyens du terrain, des associations, qui ont une vision de leur quotidien, mais aussi de leur avenir, et pas simplement de leur précaré. Et donc, ces personnes, elles ont des propositions pertinentes, parce que réellement dans le sens de l'intérêt général et pas de leur intérêt propre. Donc, prenez en compte ces avis-là, et surtout, j'ai envie de vous dire à la région, eh bien, si je peux me permettre, soyez courageux. Oui. Soyez courageux, c'était la première des choses que j'allais dire. Puis quand j'ai entendu monsieur, j'ai envie d'entendre dire aussi, mais soyez transparents. C'est pas la peine de dire qu'on bloque des budgets si on en vote derrière pour une gare qu'on est censé supprimer ou arrêter. Et surtout, ayez le courage de prendre une décision politique importante en arrêtant de faire n'importe quoi. Je tiens aussi à rappeler, parce que c'est ce que notre association avait soutenu dans le cadre d'une coordination qu'on a montée en région, c'est qu'il faut aussi dénoncer la décision ministérielle qui arrête la notion de fret et la mixité de la ligne à Béziers. Le maillon, le chaînon qui manque réellement jusqu'à l'Espagne. Alors après, on peut contester, critiquer ces problématiques de transport à outrance. Néanmoins, aujourd'hui, si on veut faire un vrai report modal, il faut absolument que Béziers et l'Espagne soient reliés au niveau du report modal et d'une mixité de la ligne, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui par une décision ministérielle totalement incohérente. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais faire. Plusieurs représentants de plusieurs associations citoyennes du bassin de Thau, c'est 79%, et je voudrais reparler de l'intermodalité fret. Vous connaissez tous, il a été évoqué, le projet d'Interland du
port de Sète qui était concocté par l'ancienne région Languedoc-Roussillon, un projet absolument illusoire et injustifié économiquement, même si le port de Sète est appelé à développer, il peut le faire sur place, Sète-Frontignan, ça a été dit à plusieurs occasions. Donc, pour parler d'intermodalité et d'un acte fort que vous pourriez faire, vous, la région, rapidement, et qui ne coûterait rien à personne, puisque les travaux n'ont pas commencé là chez nous, ce serait d'abandonner ce projet de zone logistique pour un prétendu aéroport de Sète et de le convertir pour le développement des terres agricoles, comme d'ailleurs votre majorité a prévu de le faire dans son programme. Notre contribution a déjà été portée à la connaissance de Mme Delga et des conseillers de la majorité, mais ce projet, abandonner ce projet, ça serait un acte fort qui signifierait bien à tous votre volonté de faire une véritable intermodalité, en cessant, en effet, ce qui ressemble à un double jeu, ce qui ressemblerait à un double jeu si on conservait, disons, le prétendument logistique. Pourquoi poussant? Parce que c'est un échangeur autoroutier et c'est donc un acte de foi dans le tout routier et le tout camion. Eh bien, ça, vous pouvez le stopper et convertir ce projet en des choses plus intéressantes sur le plan agricole. La lagune de Thau, vous savez que c'est un écosystème qui est très fragile, où nous aurons un viaduc à proximité, pas de gare bien évidemment, alors toutes les nuisances, aucun avantage pour le citoyen de Thau, c'est-à-dire que le citoyen de Thau qui à l'heure actuelle prend son TGV à la gare de Sète, devra, et on a fait le test, devra mettre 1h20 pour rejoindre, et encore on a fait le test jusqu'à Odysseum, de Balaruc à Odysseum, quelqu'un qui n'a pas de voiture, mettra avec le bus, le TER, le tramway, mettra minimum 1h20 pour rejoindre le train. Puisque ces deux gares de Narbonne et Béziers distantes de 7 minutes en train. Donc on a acté l'implantation de deux gares distantes de 7 minutes, Béziers-Narbonne, sur quels critères? Et par contre, rien, jusqu'à la Mogère, ou alors aller à Béziers. Pourquoi est-ce que le projet de Saint-Jean-de-Védas, qu'il y a eu un projet de gare à Saint-Jean-de-Védas, a-t-il été abandonné? Ça aurait été quand même un moindre mal pour le citoyen de Thau. Est-ce que ces implantations de gares sont réversibles? Est-ce que la région peut intervenir à nouveau là-dessus? Puisque ça a été aussi validé par l'unanimité des élus en comité de pilotage, l'implantation de ces deux gares. C'est ce que nous a répondu RFF. On lui a dit, mais pourquoi cette aberration? Ils ont dit, mais vos élus l'ont voté. D'autre part, et là je reviens là-dessus, c'est le cas de Balaruc-les-Bains. Je vois qu'il y a quelques élus à Balaruc-les-Bains. Quand même, première station thermale de France, 52 000 curistes. Lorsqu'on sait que le choix de la station vient de l'accessibilité de la station, il ne faut pas voir à court terme. Mais si on voit à moyen ou long terme, nous allons avoir un territoire enclavé. Donc là, je m'adresse aux élus de la région, défendez-nous. Évidemment répondre à toutes, mais pour donner quelques points de repère. Sur la question des gares, et en particulier de la gare de la Mogère, je veux repréciser plusieurs choses en écho avec ce que Christian a dit tout à l'heure quand il a lu l'intervention de la présidente Delga. D'abord pour redire que quand la présidente Delga dit qu'il n'y a pas un centime qui a été versé, je pense que c'est un élément important qu'il faut prendre en compte et que c'est la preuve que pour ce qui concerne notre collectivité, et j'ai envie de dire que chacune et chacun en fasse de la même façon pour toutes les collectivités qui sont concernées par ces paiements, parce que nous ne sommes pas la seule collectivité concernée par ce paiement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons arrêté les paiements et nous ne payons pas sur cette année. C'est un fait, et c'est un fait qui est réel et qui est un acte politique qui fait que nous prenons et nous mettons en œuvre les décisions qui ont été prises, et nous avons le courage politique de dire que tant que nous n'avons pas de réponse par rapport aux questions que nous posons, tant que nous n'avons pas de service qui est donné, et tant que nous avons de la part de nos interlocuteurs
soit une non-réponse, soit des réponses qui sont pour le moins peu claires, eh bien, nous ne payons pas, et c'est ce que la présidente a tenu à dire dans son texte d'introduction, et je pense que c'est un message fort qui confirme cet engagement. Sur la question des raccordements, la présidente Delga elle-même, dans la rencontre organisée par le préfet de région en présence de la SNCF, a posé la question du raccordement de Saint-Brest. Nous sommes toujours porteurs du raccordement de Saint-Brest. Et en aucune manière, la région, aujourd'hui, aurait décidé d'enterrer le raccordement de Saint-Brest. Il faut savoir que pour l'instant, ce qui nous est annoncé comme tarif seraient des tarifs qui seraient quasiment supérieurs au coût de la gare de Manduel. Non, mais je vous donne l'information, puisque vous posez la question, il faut savoir ce qui est donné. Donc nous sommes aujourd'hui porteurs du double raccordement de Saint-Brest, parce que nous considérons que c'est utile qu'il y ait ce raccordement. Pour ceux qui ne connaissent pas dans le détail, l'idée c'est qu'il y ait le raccordement entre la ligne dite classique qui fait Nîmes Centre et Montpellier Centre, et le contournement, de façon à ce qu'on puisse passer de l'un à l'autre, y compris d'ailleurs, à notre sens, dans des cas de difficultés ou de panne ou d'accidents, qui peuvent évidemment toujours arriver sur une exploitation. Ça ne serait pas du tout une erreur, au contraire, et nous constatons que pour l'instant, nous sommes les seuls à poser clairement cette question, en tout cas dans cette réunion, alors qu'il y avait d'autres collectivités. Nous avons été la seule collectivité à interroger très clairement, non seulement à interroger, mais la présidente Delga a même, y compris elle, posé en question le chiffrage en disant « il me semble que le chiffrage est relativement élevé et à mon sens, nécessite des expertises ». Si je reprends mot à mot les questions qu'elle a posées, nous ne pouvons pas y envisager de faire des états généraux tous les 6 mois, mais par contre nous savons bien qu'au fur et à mesure du temps, y compris sur un mandat de 6 ans, les besoins peuvent évoluer, et il est important d'être en prise directe avec l'expression de ces besoins. La parole est à M. Christophe Cavard pour une question à Mme la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Le dernier comité de suivi du contournement LGV Nîmes-Montpellier s'est tenu fin mai 2016 et a acté la réalisation de la gare LGV pourtant contestée de Manduel. Cette soudaine accélération de ce dossier ne semble faire suite qu'à l'injonction que vous avez faite au préfet du Gard, par un courrier d'après lui fin avril, de faire aboutir au plus vite ce dossier, faisant fi des doutes légitimes des collectivités locales et d'une contestation forte de ces projets inutiles qui mettront fin aux dessertes TGV des villes-centres. Au moment où les finances des collectivités territoriales subissent des baisses de dotation dangereuses, est-il vraiment du rôle de l'État d'empiéter sur les compétences de collectivités, de couper court à un débat démocratique initié par la présidente socialiste de la région, Carole Delga, et d'aggraver de surcroît les charges financières qui pèseront sur la collectivité régionale et sur le conseil départemental du Gard. Le 25 avril 2012, l'État, le conseil régional de Languedoc-Roussillon, le conseil général du Gard, les communautés d'agglomération de Montpellier, de Nîmes Métropole et Réseau Ferré de France ont signé les conventions de financement du contournement de Nîmes et de Montpellier, CNM, et de ces 2 gares nouvelles. Ce dispositif conventionnel reposait sur une mise en service du CNM et de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France fin 2017 et une mise en service décalée de la nouvelle gare de Nîmes-Manduel au plus tard pour la fin de l'année 2020. Les partenaires financiers de ces projets souhaitaient ainsi que, sans attendre l'achèvement des travaux de la gare nouvelle de Nîmes, la mise en service concomitante du contournement et de la gare nouvelle de Montpellier permette de bénéficier au plus tôt d'une part des gains de temps substantiels qui seront permis par la nouvelle infrastructure pour les liaisons de TGV et d'autre part de la libération de capacités sur la ligne classique qui accompagnera le report d'une partie des circulations voyageurs sur la ligne nouvelle au bénéfice du développement des transports régionaux. Conformément aux engagements pris dans le cadre du dispositif conventionnel, SNCF Réseau a engagé le contrat de partenariat pour la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier actuellement en chantier fin 2017. Le comité de suivi du 24 mai, auquel vous faites référence, a d'abord été l'occasion pour les cofinanceurs de réaffirmer la nécessité d'exploiter au mieux les investissements considérables consentis, et ce dès la mise en service de la gare de Montpellier Sud de France, sans attendre celle de la gare de Nîmes-Manduel-Redescend.
Je rappelle à cette occasion que l'État mobilise près d'1 milliard d'euros pour la réalisation de ces nouveaux équipements. C'est dans cet état d'esprit que j'ai demandé au préfet du Gard de mobiliser ses services afin de minimiser les délais d'instruction des procédures préalables à sa réalisation. Vous le voyez, monsieur le député, les conclusions du comité de suivi et de l'action que je conduis ont donc pour objet de mettre en œuvre les engagements pris en 2012 par l'ensemble des cofinanceurs et notamment les collectivités territoriales. Par rapport à cette convention de 2012, d'abord deux choses. Vous savez que le conseil départemental, le conseil général de l'époque, s'était exprimé contre la proposition de la gare de Manduel. Deuxième chose, il n'était pas encore connu à ce moment-là le fait que la partie notamment grande vitesse entre Montpellier et Perpignan ne serait pas réalisée tout de suite. Dixit, le président de la SNCF serait reporté d'ici 15 à 20 ans. C'est pourquoi, monsieur le ministre, on continue, un certain nombre d'entre nous, à penser qu'il n'y a pas de priorité actuelle au vu de la situation des finances, tant des collectivités qu'éventuellement les finances des grands travaux pour l'État, de construire ces gares. Dans la gare de la Mogère, à l'ouverture de la gare de Manduel à Nîmes, laquelle gare n'est pas du tout encore sur les rails, loin de là. Et donc, nous avons un problème politique, il va falloir qu'on soit courageux effectivement par rapport à ça. La perspective qu'on peut imaginer, c'est que cette gare, si un jour elle est utile, c'est le jour où la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan sera en service. 2030, 2035. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on garde une gare pendant 20 ans sans train? De ces réunions et de toutes celles auxquelles j'ai participé, mais aussi celles auxquelles d'autres de mes collègues ont participé, eh bien, c'est qu'il y a un grand besoin d'avoir un contrôle démocratique de comment on répond aux besoins exprimés et d'avoir ce lieu qui le permet. Je pense modestement que ces comités départementaux pourraient peut-être contribuer à ça, et en tout cas pourraient être ce lieu de poursuite de la démocratie citoyenne et une intervention citoyenne. Tout ça pour confirmer, pour celles et ceux qui pouvaient en douter, que des réunions comme celle de ce soir, c'est pas une opération de cirque, c'est pas une opération de mise en scène, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui se met en œuvre et qui se met en œuvre avec ces états généraux et que nous avons l'intention de poursuivre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci, bonsoir et à très bientôt.